Il était une fois une émission de passionnés de bande dessinée, des irréductibles, qui protégeaient l'auteur, sa veuve et son orphelin, quoi qu'il arrive. Un monde de bulles, une 6e saison des aventures, en France et au-delà, et un dernier épisode, un hommage, une rencontre hors norme avec le dernier des géants, Albert Uderzo. Albert, bonjour. Bonjour. La première question est toute simple, comment allez-vous ? Moi je vais très bien, le ciel ne m'est pas encore tombé sur la tête, j'espère que ça durera encore un peu, sinon tout va bien. Est-ce que, si je peux me permettre, Oui. avec toutes ces années qui sont passées, de création, de travail, vous regardez en arrière ou vous regardez toujours en avant, savoir ce qui va se passer ? Non, je ne regarde jamais en arrière, parce que d'abord parce que ça sert à rien, bien que quelquefois, pour Astérix par exemple, je suis obligé de regarder en arrière puisque je suis obligé de relire les albums qui sont faits dans un autre format qu'on appelle la grande collection, et le studio me les envoie pour vérifier les nouvelles couleurs qui sont beaucoup plus belles et beaucoup plus fines. Et donc je redécouvre des albums que je n'ai jamais lus depuis le début, et je trouve que c'est pas mal. Je parle surtout du texte et du scénario, hein. Parce que le dessin, j'ai toujours des critiques à me faire moi-même. C'est vrai, il y a quelques cases que vous aimeriez retoucher de temps en temps ? J'ai toujours dit que j'aimerais pouvoir refaire les premiers albums, mais on m'a déconseillé de le faire parce que paraît-il que les lecteurs tiennent à avoir absolument l'impression première qu'ils ont reçue quand ils ont lu le premier Astérix, bien sûr. Et lorsque vous recevez justement ces formats particuliers où vous redécouvrez les histoires qu'a écrites votre compère Goscinny, est-ce que vous dites « Ah, je me souvenais plus de cette case » ou « Tiens, ce personnage, il est comme ça ». Oui, il y a surtout, j'arrive à rigoler tout seul en apercevant, en lisant des gags que j'avais un peu oubliés, et je suis bon public avec le travail qu'on a fait. Il faut dire que si j'avais relu ça avant-hier, évidemment, ça partirait moins, mais bon, après, disons, 50 ans, si on parle des premiers, 50 ans en arrière, ça fait drôle de pouvoir relire quelque chose qu'on a dans son subconscient, mais qu'on n'a plus dans le détail, quoi, bien sûr. La série est ce qu'on peut appeler une série d'après-guerre. Vous avez bercé, au départ, les enfants de la Seconde Guerre mondiale, puis Oui. ensuite toutes les autres générations. C'était différent à l'époque par rapport à toute cette génération des années 2000. C'était différent, c'est le métier qui était différent. Le métier était très différent parce que c'était d'abord un métier pas reconnu du tout. Le public, je raconte souvent quand j'ai commencé à faire mes petits Mickey, comme on disait, les gens me disaient « Ah, c'est vous qui faites ça ?» Et je crois que c'était une machine d'imprimerie. Alors c'est un peu désolant. Et puis, quelquefois, on me rajoutait « Mais votre vrai métier, c'est quoi ?» Alors bon, j'étais habitué à recevoir, je ne suis pas le seul d'ailleurs de ma génération à avoir entendu ces manifestations intempestives sur notre métier, donc qui était un métier complètement méconnu. Alors du fait qu'il était méconnu, on travaillait pauvrement parce qu'on était mal rétribué. Quand on arrivait à trouver d'ailleurs un éditeur qui accepte de vous faire travailler, parce que c'était une période où les éditions et travaillaient surtout avec les bandes dessinées américaines qui avaient l'avantage d'avoir été suffisamment bien rétribuées aux États-Unis pour être vendues vraiment très peu cher sur le territoire français. Ce qui fait qu'il y a eu une cascade comme ça de journaux américains, on peut appeler ça américain, parce qu'il y avait des bandes dessinées américaines, ce qui nous embêtait un peu parce qu'on avait du mal, nous, à nous placer dans ce travail. Et en quelque sorte, d'ailleurs, cette histoire des bandes dessinées américaines nous a rendu un service. Je peux vous en parler maintenant, c'est que lorsque un monsieur qui s'appelle François Cloteau est venu nous voir pour nous dire « Voilà, je voudrais créer un nouveau journal, mais j'en ai assez de voir ces bandes dessinées américaines. Je veux que mes enfants puissent lire quelque chose qui soit issu de notre culture propre française. » Ça paraît un peu curieux aujourd'hui si on annonçait ce genre de truc, mais à l'époque, ça paraissait tout à fait normal. Et donc, en quelque sorte, ça nous a servi parce que, du fait qu'il voulait des choses
typiquement française, on a eu l'idée de faire les Gaulois, parce que quoi de plus français que les Gaulois? Donc finalement, Albert, vous avez créé une sorte de Superman made in France. Oui, c'est pas comme ça qu'on l'entendait d'ailleurs. On voulait, avec mon ami René, on voulait absolument faire quelque chose qui soit en dehors des demandes que nous avions reçues à l'époque, parce que tous les éditeurs, du fait du succès de Tintin, c'est encore autre chose, ça n'a rien à voir avec les Américains. Tintin, évidemment, le succès énorme qu'il a fait a engendré de la part des éditeurs qui, comme on le sait, connaissent pas très bien ce métier, nous disaient tous, ben voilà, on voudrait un petit reporter qui soit accompagné d'un chien avec un personnage secondaire qui... Pour être original. Hein. Voilà, pour être original. Alors, bon, bah, on a dû en faire pour pouvoir travailler. Et voilà. Et donc, on est sorti un petit peu du lot, justement, avec Oom Papa, puisque je pense qu'on va parler d'Oom Papa maintenant. Oui. Parce que Oom Papa, c'est une chose que on voulait absolument insérer dans le public français. En fait, Goscinny, avec Goscinny, on avait l'idée de transformer un petit peu l'humour qu'il y avait dans les bandes dessinées de l'époque, qui était vraiment au tout premier degré. Et on voulait ajouter quand même quelque chose de plus drôle pour, à la fois pour les enfants, puis à la fois même éventuellement pour les adultes. Et on a commencé justement à la création de ce personnage, qui était tout autre que celui qu'on a connu par après, parce qu'en fait, il vivait à l'époque où on a dessiné ce personnage, c'est-à-dire dans les années 50. Et il vivait aux États-Unis et il était confronté à la civilisation américaine. C'était une réserve indienne. Il en existait, paraît-il, encore à l'époque. Et dans cette réserve indienne, bah, il y avait des tipis, et puis de temps en temps, il déterrait la hache de guerre. Alors il a recherché cette hache de guerre, et quand il la trouvait, elle était sous une station-service. Donc il fallait taper dans le béton pour arriver à la trouver. Et puis, on a dû changer notre fusil d'épaule, et on a préféré le faire dans l'époque colonialiste de l'Amérique. Et chose étonnante, alors qu'on sait très bien que ce sont les Anglais qui ont, et les Français bien sûr, mais surtout les Anglais qui ont colonisé les États américains, qui n'existaient pas encore bien sûr. René n'a pas voulu mettre des Anglais, il a mis des Allemands. Pourquoi des Allemands? Parce que... C'est très symbolique. Hein. Non mais c'est pas ça, mais c'est qu'il préférait les faire parler avec l'accent allemand. Pour lui c'était beaucoup plus drôle. Vous voyez où ça va, hein, des fois, l'humour. Oui, le décalage était plus grand. Il y a un décalage assez énorme. Alors il ne faut pas rechercher une vérité historique, évidemment, dans les aventures d'Oom Papa. Les Romains! Les Romains! Où ça, les Romains? Il y a Bobo! Il y a Bobo! Il y a Bobo! Il y a beaucoup de Romains! C'est là que nous débarquerons. Que les vents nous soient favorables. Ça commence bien. Souvent, Albert, lorsque je vous rencontre, je sens cette fois, une vraie nostalgie par rapport à Oom Papa. Est-ce que c'est la série, peut-être, que vous auriez voulu continuer, même s'il y a eu effectivement Astérix Obélix, un succès hors norme, mais on a l'impression que ça vous manquait quand même. Hein. Oui, bien sûr un peu, mais ça ne me manquait pas à l'époque parce que j'étais tellement surchargé de travail avec le journal Pilote qui me demandait de faire 2 séries. Nous étions en manque d'auteurs et des auteurs et des dessinateurs. Chose curieuse aujourd'hui, parce que aujourd'hui c'est l'inverse. C'est l'inverse. Et donc j'ai dû faire 3 pages, parce que c'était 2 pages d'Astérix ou 2 pages de Tanguy, on jouait là-dessus, plus les 2 pages de Oom Papa que je devais faire dans le journal Tintin. J'avais donc 5 pages à faire par semaine. Par semaine, oui. C'était affolant. Même aujourd'hui, je me demande comment j'arrivais à faire ça. Alors je ne dis pas, je commençais à 5 h du matin, je finissais à minuit. Hein. Enfin, j'étais fort et costaud à l'époque, et je ne regrette pas d'avoir eu cette expérience, mais j'étais quand même très fatigué. Et la fin de Oom Papa, vous le savez peut-être, mais l'éditeur de Tintin, du journal Tintin, a voulu faire un sondage mensuel auprès des lecteurs belges pour leur demander quelles étaient leurs séries préférées. On n'a jamais su exactement pourquoi il avait fait ça. Les mauvaises langues disent que c'est parce qu'il augmentait les premières séries, ça était bien placé, et on diminuait les derniers.
Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, en quelque sorte. Et nous sommes arrivés en 11e position avec mon papa. Et là, on a été très vexés et on a joué là-dessus. On est allé voir Monsieur Leblanc et on lui a dit, écoutez, puisqu'on n'est que 11e, eh ben, écoutez, on arrête tout. Non, non, écoutez, on arrive qu'à 11e, c'est pas intéressant. Oui, mais enfin, il faut pas croire tout ça. Il était très embêté. Enfin bon, donc on a profité de l'occasion et finalement on a fait 5 épisodes de 35 pages seulement, c'était très court. On s'est bien amusé, mais bon, il a bien fallu choisir. C'était Papa ou Astérix, et Astérix déjà commençait à pointer son gros nez, et il a fallu faire un choix, quoi. Mais Albert, dans la folie Astérix, qui à la fois, il y avait le succès, beaucoup de travail pour vous et René, par moment vous ne disiez pas, j'ai envie de m'aérer l'esprit, même si Astérix me donne du bonheur, peut-être en reprenant Papa à un moment. Ça vous est jamais tenté, ça ? Non, parce qu'il faut savoir tourner la page, hein. Encore une fois, si nous avions été à court de travail, bien sûr qu'on aurait essayé de replacer notre personnage quelque part. Mais là, comme ce n'était pas le cas, et qu'il était inhumain, si vous voulez, pour moi de continuer à fournir autant de travail, parce que je me tuais au travail, véritablement. Donc il fallait quand même faire un choix. Et c'est ce que j'ai dû faire d'ailleurs beaucoup plus tard, en disant à Charlie que je ne pouvais pas non plus continuer à faire Tanguy. Parce que là encore, je commençais vraiment à fatiguer davantage. Ma main commençait à ressentir ce travail. Parce que c'est un travail, évidemment, les gens ne connaissant pas ce métier ne savent pas que nous travaillons un peu comme nous sommes des miniaturistes. C'est-à-dire qu'on travaille sur des cases et des dessins tellement petits qu'il faut avoir une précision de main extraordinaire. J'envie des gens comme par exemple André Franquin qui a travaillé sur des cases encore plus petites que celles que j'employais et qui, semblerait-il, n'a jamais eu de problème avec ses mains. Moi, ça n'a pas été le cas et j'ai dû avoir quelques problèmes avec cette main qui a donné tout ce qu'elle pouvait jusqu'au moment où, comme m'a dit un jour mon ostéopathe, tu as voulu faire un travail d'orfèvre et t'es taillé comme un bûcheron. voilà. Dixit, mon ostéopathe. Tout dans la douceur. Dans la douceur, ouais, exactement. Il y a souvent du brouillard comme ça en Bretagne? Oh non, seulement quand il ne pleut pas. Il transporte un tonneau de potions magiques. Demi-tour. Albert, Papa 2011, c'est déjà une exposition au festival de la BD de Nîmes. On va parler de ce festival que vous connaissez bien, mais déjà une expo Papa. Alors vous me dites oui, mais finalement Papa revient. Oui, non, bien sûr. Ce qui m'étonne un peu d'ailleurs, c'est que beaucoup de gens me parlent Papa. Alors que ce personnage ne semble-t-il pas marché, enfin semble-t-il, oui, il a été très tardivement exploité en librairie. Et puis, je vous ai parlé de mécontentement des lecteurs du journal Tintin. Donc, pour nous, ça a toujours été curieux. Je dis pour nous parce que René Goscinny aussi percevait un intérêt sur ce personnage. Par après, lorsqu'on l'a abandonné, on lui disait, mais enfin, Papa, pourquoi vous avez arrêté Papa? Alors bon, on racontait ce qu'on pouvait raconter, mais on se rabattait toujours sur le propriétaire du journal Tintin qui avait choisi son camp, malgré lui. Mais c'est une chose étonnante. Effectivement, ce personnage a marqué dans les esprits des lecteurs de l'époque, qui, même s'ils étaient peu nombreux, ça les a marqués, puisqu'encore aujourd'hui, on nous parle Papa. Souvent, les auteurs, et vous le disiez au début de cette interview, ont été non reconnus, un peu décriés. Aujourd'hui, beaucoup, et comme vous, sont des monuments, des stars. Bon, ça c'est moi qui le dis, même si je sais que vous êtes... Mais est-ce que vous considérez, vous, comme un artiste ou comme un artisan de la bande dessinée? J'ai toujours dit que j'étais un artisan. Je dis ça parce que le mot artiste a été dévergondé, je trouve. Maintenant, dès qu'on fait un petit quelque chose extérieur à la normale, on dit on est un artiste. Même si ce qu'on fait est très mauvais, même si ça n'a aucun succès auprès du public, mais il est de bon ton d'ailleurs que je suis un artiste. Évidemment, les gens qui entourent ce métier-là ont voulu absolument appeler le 9e art parce que c'est un art. Et bon, si ça fait plaisir à certains, pourquoi pas.
Mais moi, je veux me considérer comme un artisan. Mon père était un artisan luthier. Et j'appréciais beaucoup ce qu'il faisait parce qu'il le faisait avec cœur. Et j'aimais ce qu'il faisait. Et donc, j'aime me rapporter un petit peu à ce que faisait mon père. C'est pas tout à fait la même chose, je ne fabrique pas d'instruments de musique, mais c'est un métier que je veux considérer comme un métier, plus un métier d'artisan qu'un métier d'art. Même si on peut considérer que du fait que c'est à chaque fois un renouvellement et une création, ça se rapproche d'un métier d'art. Mais voilà, on a chacun sa coquetterie, moi c'est la mienne. Vous aviez un vrai plaisir, allez, j'allais dire, charnel à travailler sur la planche, à créer les personnages. Oui, bien sûr. Vous savez, ce métier ne peut se faire, enfin, je parle de mon temps, ne pouvait se faire que par un amour extraordinaire pour ce métier, sans pouvoir envisager évidemment à quoi on arriverait, parce que le succès d'Astérix n'était pas envisageable à l'époque. Mais justement, comme je vous disais tout à l'heure, comme nous étions méconnus, il fallait vraiment avoir le cœur à l'ouvrage et vouloir faire ce métier pour rentrer là-dedans. Parce qu'encore une fois, nous étions profondément méconnus, avec tout ce que ça engendrait, si vous voulez, de difficultés sur le plan d'abord de pouvoir vivre décemment. J'étais obligé de faire, j'aurais fait des timbres-poste s'il avait fallu, parce que tout était bon pour pouvoir gagner un peu d'argent. Je venais d'être marié, j'avais une petite fille. La vie n'était pas rose, donc alors j'avais toujours le cœur parce qu'il fallait avoir le cœur de le faire, mais de temps en temps c'était quand même un peu difficile. Je reviens juste au dessin, Albert. Est-ce que vous aviez un plaisir plus ou moindre par rapport à si vous travailliez sur un personnage, sur une scène, sur un décor? Est-ce qu'il y avait des plaisirs différents pour vous? Est-ce que c'était la même chose? Oui, parce que j'ai eu la chance justement de travailler avec les deux plus grands scénaristes de mon époque, à savoir René Goscinny, comme on le sait, et Jean-Michel Charlier pour les histoires réalistes. Et le fait d'avoir à changer en cours de semaine, d'avoir à changer de style complètement, pour moi c'était un repos. Parce que je sautais d'une histoire réaliste à une histoire humoristique ou inversement. Ça me permettait de me dégager un petit peu et non pas que je me sentais enfermé dans un style, mais ça m'aérait un petit peu. Et le style réaliste, pour moi, était un style que je n'appréciais pas forcément parce que je n'étais pas fait pour ça, mais pour des raisons de nourriture, comme dit l'autre, il fallait que je m'y mette. Et j'ai pris un certain goût à ça parce que Charlie était encore une fois un grand scénariste. Et on a travaillé sur des choses étonnantes. Par exemple, nous avons été agréés par le ministère de l'Air pour pouvoir pénétrer sur des bases aériennes qui étaient à l'époque des bases de l'OTAN. Donc complètement fermées à qui que ce soit. Nous étions accompagnés d'ailleurs par un militaire. Je pouvais faire toutes les photos que je voulais sur les hangars, les avions, sauf une chose, le viseur de tête. Vous savez, le viseur de tête, c'est ce qui est devant le pilote pour pointer son objectif. Donc j'ai dû créer un viseur de tête. Ce que n'a pas fait Victor Rubinon, qui lui faisait donc une autre série d'aviation sur l'aviation américaine, qui lui a fait le vrai viseur. Et il a eu des soucis. C'est vrai. Il a vu arriver chez lui je ne sais pas comment s'appelle la police qui s'occupe de ces choses-là. Et il a été très ennuyé parce qu'on lui a dit « Où est-ce que vous avez trouvé ça ?» Ça n'a pas été le cas. Bon, d'ailleurs, la Patrouille de France, vous avez rendu hommage il y a quelque temps. Ah, magnifiquement, oui, magnifiquement. Ça, je reconnais que ce qu'ils ont fait là, c'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, on va briefer un vol un peu particulier. On va rendre hommage à une personnalité célèbre. Au cours de ce vol, on va faire une figure également un peu spéciale. Donc on va briefer, on va faire la musique. On est clair alignement en 34. On est en place derrière. Reçu la place. On est clair au décollage. 95. 95. Pas atterrissage. Top, pardonnez. Top. Très bien, allez, pour inversion, top. Top. Ça va? On va descendre, je m'ajuste un petit peu.
Mais est-ce qu'il y avait des jours, Albert, entre justement Jean-Michel Charlier et Goscinny, est-ce que vous demandez toujours votre avis lorsque ils vous envoyaient les textes et le scénario? Parce qu'il y a des scènes incroyables, notamment, je vais dire, dans Astérix et Obélix, j'imagine compliquées à créer. Est-ce que par moment vous leur disiez, bon, ça suffit là, je peux pas non plus tout créer, c'est trop dur? Non, je me suis jamais plaint, j'aurais eu du mal à me plaindre, non. Mais quand il y avait une scène avec 50 Gaulois, c'était facile ou? Oui, il fallait assumer, quoi. C'était ça ou arrêter la série. Non, je n'ai jamais rouspété ni quoi que ce soit. Par contre, quand il est arrivé à Goscinny de démarrer une histoire où ils étaient dans le brouillard, oui, avec les bulles, je disais, ça me soulage de bien des mots. Ça ne pouvait pas durer longtemps. Ça durait sur une page seulement. Mais René ne faisait pas les choses à moitié. Ce qu'il ressentait quand il me disait il faut faire une bagarre entre des Gaulois et des Romains, ou même entre Gaulois, il fallait mettre le paquet. Et quand on aime son métier, j'y allais, quoi. Il fallait têter ça ou changer de métier. Or, changer de métier, je ne sais pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Hein. Albert, on voit l'apparition en ce moment d'un Tintin bientôt, adapté par Spielberg, oui, avec ce qu'on appelle le motion capture. Hein. C'est pas vraiment du dessin animé ni du film. Les Schtroumpfs sont adaptés aussi en 3 dimensions. Est-ce que vous avez envie justement d'un Astérix Obélix en 3 dimensions, avec, en dehors du film, hein, je sais qu'il y a un nouveau film qui arrivera bientôt. Justement, il y a un film qui se prépare, j'allais vous en parler, oui. Alors, il y a à la fois le film, mais est-ce que ça vous manque pas un dessin animé entre guillemets traditionnel? Il y a 2 films qui sont en préparation. Il y a un film live avec comédien, qui est en cours de tournage, et un film qui est en préparation avec une équipe prodigieuse d'animateurs qui maintenant travaillent, vous savez, avec l'informatique. Hein. J'ai été surpris justement quand j'ai été les voir la première fois. C'est fini la planche à dessin avec les animateurs qui dessinent. Vous avez des écrans d'ordinateur tout plats, et puis les gens qui pianotent pour... Ça, moi, ça me dépasse. Alors, là, je comprends pas du tout comment on peut arriver à ça. Et ils arrivent à des résultats prodigieux. Prodigieux, j'ai vu des essais, c'est surprenant, de qualité. Le mouvement est extraordinaire. Et puis, je n'ai pas encore vu le 3D, mais le 3D, c'est-à-dire avec les lunettes, parce qu'on n'en est pas encore suffisamment avancé pour en arriver là. Mais il filme actuellement et il travaille là-dessus. Alors, c'est un film qui sortira, parce que c'est très long à faire, qui ne sortira qu'en en 2014. Pardon. 14 ? Je suis encore au début des années 2000, vous voyez. Qu'est-ce que c'est que de vieillir? On essaye de freiner un peu les années. Et par contre, le film live sortira en 2012. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Après des mois de casting, qui a vu défiler les plus grandes actrices... Qu'on le jette au crocodile. Deuxième. Jetez-le au crocodile. Troisième. Ça me grasse la glotte. Quatrième. 12e. Mais jetez-le au crocodile. 23e. Qu'on le jette. On peut la refaire. 2547e. Finalement, Dominique Farrugia n'est pas Cléopâtre. Comment ça? Vous avez toujours, j'allais dire, une mainmise sur toutes ces productions. Vous voulez vraiment regarder. Je me souviens, quand l'équipe Atacus était venue ici, sur ce bureau, vous aviez un œil très précis sur ce qu'ils avaient fait. Oui, c'est mon rôle d'auteur de surveiller. Je n'entre pas dans la réalisation proprement dit. D'abord, je donne mon accord sur le texte, sur le scénario. Puisque à chaque fois, on part d'un scénario d'un album. Quand le scénario d'album n'est pas suffisant pour faire de la longueur, on joue un petit peu sur notre album. On l'a fait souvent dans certains films. Et en général, ça peut bien coller. Mais parce qu'on s'est rendu compte avec Goscinny qu'un album, quand il était adapté sur un film d'animation, ne pouvait faire que 60 minutes. Le seul album où on a réussi à faire 80 minutes, c'est Les Bretons. C'est extraordinaire. On a réussi. Pourquoi? Parce que cet album plus qu'un autre. Mais en général, c'est ça. Alors donc, pour moi, il faut que je surveille un petit peu ce qu'on en fait. Mais ça s'arrête là. Je ne vais pas m'amuser à conseiller un nouvel animateur sur la façon de pianoter devant son écran. Là, c'est plus mon truc. Et finalement, on se rend compte, en ce moment, il y a énormément de
de scénarios de cinéma, de dessins animés qui sont inspirés directement de la bande dessinée. Finalement, tout ce que vous avez créé devient intemporel et toujours d'actualité aujourd'hui. Oui, peut-être, enfin, puisque vous me le dites, c'est que ça doit être vrai, mais je ne sais pas, je ne fais pas de rapport véritablement. Il y a des bandes dessinées évidemment connues comme Largo Winch par exemple, Ouais. qui fait des films qui sont des films à succès. Avec Sharon Stone. Oui, par exemple. Ce serait bien dans Astérix. Sharon Stone en falbal. Oui, pourquoi pas, oui, j'aurais été très heureux que ça puisse se faire. Mon rôle s'arrête là. J'ai mon droit de regard, si vous voulez, mais je ne peux pas rentrer dans la... je sais que certains de mes confrères sont placés derrière la caméra pour filmer. Moi, c'est pas mon job, c'est pas mon truc. Je laisse ça aux gens dont c'est la profession et je ne peux que leur faire confiance. Ma dernière question, Albert, on voit évidemment ces personnages qui sont connus dans le monde entier. Le matin, ça vous arrive de leur dire bonjour? Comment ça va, les petits gars? Oui, oui, mais j'évite qu'il y ait quelqu'un pour d'avoir lequel pour leur dire bonjour quand même, parce que ça commence à devenir dangereux pour moi. Mais non, mais ils sont toujours dans mon cœur, bien sûr. Je leur dois tellement, que je ne suis jamais fatigué d'eux d'ailleurs. Ils sont peut-être un peu fatigués de moi, mais moi je suis toujours très heureux de pouvoir... je travaille moins maintenant, comme vous le savez, mais quand je peux les triturer, quand je peux les faire vivre, pour moi c'est toujours une joie intense. Bon, bah Albert, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour d'autres aventures. J'espère. Merci. Merci. C'est la fin de cette émission Un monde de bulles consacrée au dernier des géants, Monsieur Albert Uderzo. Toutes les infos de votre émission sur la bande dessinée, c'est le site unmondedebulle.com, les 2 pages Facebook de l'émission et de votre présentateur, et tous les jeudis matins la chronique Coup de cœur dans le quotidien Métro. Ciao et à la semaine prochaine les petits Gaulois.